Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on rentre donc dans ce monde de l'immobilier neuf et on va essayer de voir qu'acheter sa première résidence principale dans le neuf, c'est peut-être pas une mauvaise idée, c'est peut-être un peu contre-intuitif, vous dites-vous. Eh ben, on va essayer de discuter de tout ça avec Vincent Bellassène. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour Côté Neuf. Sur le papier, c'est vrai qu'on se dit non, le neuf c'est plus cher, le neuf c'est à terme parce que souvent c'est VFA comme on dit, hein, c'est sur plan, vente en l'état futur d'achèvement, etc. Et non, vous allez essayer de nous prouver qu'on peut se dire on va faire une bonne affaire dans du neuf, c'est ça ? Le but c'est pas de convaincre, c'est de prouver. Hein. Ouais. C'est bien aussi. Ouais. La première chose effectivement, c'est que le neuf c'est plus cher, c'est un préjugé qui est pas infondé. Hein. Le neuf aujourd'hui, c'est des DPE A ou B, donc c'est 4%. En gros, des biens les plus qualitatifs sur le marché français, c'est les dernières normes d'habitabilité, c'est une garantie décennale. Et puis, c'est surtout des charges d'État qui sont assez élevées, avec une TVA de 20% sur les ventes de biens immo neufs qui n'existent pas dans l'ancien. Et donc, oui, le neuf, c'est plus cher. Le neuf, c'est 20 à 40% plus cher selon les secteurs par rapport à un bien similaire, presque dans la même rue. Mon idée, c'est de montrer pourquoi ça reste quand même intéressant financièrement, malgré ce différentiel de prix, d'acheter du neuf pour un primo-accédant, voire pourquoi il ne peut acheter que du neuf dans certains cas. Oui, parce que, et puis je rappelle juste pour compléter le tableau pas très glorieux, que le neuf, dès qu'on a poussé la porte d'entrée, ça devient de l'ancien. Ça devient du presque ancien, mais effectivement, en tout cas, c'est revendu dans les modalités de l'ancien. Depuis la loi climat et l'évolution des DPE, on a aujourd'hui 5% de différentiel de prix par l'aide de DPE. Ouais, donc, c'est plus vraiment de l'ancien, c'est de l'ancien plus. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une bonne affaire dans ce cas-là ? Alors, déjà, c'est de regarder ce dont on a le droit. Quand on est primo-accédant, on a assez peu conscience de l'effet du financement sur notre bien immobilier et sur notre future mensualité. L'idée, c'est de regarder que le neuf, aujourd'hui, il est subventionné de deux façons, par l'État et par les banques. L'État, qui a un besoin de construction de nouveaux logements et qui a besoin de loger les primo-accédants et d'augmenter le parc locatif. Et puis les banques ont besoin de sécurité dans leur portefeuille de crédit et d'être sûr que finalement, le jeune primo-accédant qui va mettre tout son apport et s'endetter à 35% sur un bien en DPE F va pas se retrouver avec 30 000 euros de travaux de copro l'année suivante. Donc, ces deux acteurs, en fait, vont pousser l'acquisition dans le neuf. L'État, par le prêt à taux zéro, la TVA réduite et massivement ça. Et puis les banques par des taux boostés, des compléments de prêt à taux zéro et des taux inférieurs au marché lorsque quelqu'un va acheter un bien, soit totalement rénové, soit neuf. Alors, déjà, le PTZ, oui. Ça marche comment ? Le prêt à taux zéro... Parce que ça a pas mal bougé. Ça a bougé dans le bon sens, ouais. Pas beaucoup, ça n'a pas beaucoup bougé, mais ça a bougé dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout type de biens, donc les maisons, les appartements, qui sont en VFA ou en construction de maisons individuelles, et ça va être ouvert dans toute la France, mais avec des modalités différentes, selon qu'on soit en zone très tendue ou en zone peu tendue. Le montant du prêt à taux zéro, il va être défini selon les revenus de l'acquéreur, donc du foyer de l'acquéreur et des occupants du futur foyer. C'est pas parce que maman n'achète pas avec vous, ses revenus seront pas pris en compte. Si elle habite avec vous, ça comptera. Donc le revenu, la zone et le prix d'achat qui va aussi rentrer en ligne de compte pour éviter les opérations délirantes de gens qui n'ont pas beaucoup de revenus mais qui vont avoir une très très grosse donation parentale. Et alors, vous dites les banques aussi sont là pour, on va dire, fluidifier un peu, mettre de l'huile dans les rouages de ce marché. Toute seule ou est-ce que le primo-accédant il peut aussi compter un peu sur le promoteur qui se sera mis d'accord un peu avec sa banque Souvent, c'est plutôt de la communication. C'est-à-dire que les promoteurs vont dire « Ah, j'ai négocié une offre avec telle banque, moi, tout seul. » Mais en fait, elle existe de façon basique. Et donc, que vous passiez par votre promoteur, par un courtier en immobilier neuf comme nous qui va négocier ou même un courtier en prêt immobilier, s'il passe par la même banque, la plupart du temps, il aura cette offre boostée que la banque aura mis en place parce qu'elle a envie d'augmenter son niveau de bien vert et sécurisé dans son portefeuille de crédit. Bon, donc voilà quelques idées qu'il faut avoir en tête. Comment est-ce que derrière on travaille son investissement parce que j'imagine que les offres, tout le monde a parcouru telle ou telle ville pour voir qu'il y a des chantiers, qu'il y a des bulles de vente, que Là, c'est une excellente question parce que tout le business model de Côté Neuf repose là-dessus. Nous, on est courtier en immobilier neuf et l'idée, c'est qu'on va aller accompagner un accédant à aller regarder ce qui existe, donc dans les annonces se loger, basiquement, mais aussi tout ce qui va être retour de lot, donc des gens qui sont en refus de financement ou dont le refus de financement n'est pas encore connu, aller chercher ces lots-là, puis ensuite aller négocier avec le promoteur selon le stade d'avancement du programme.
au tout début du programme, le promoteur veut lancer, donc il va faire des offres. Avant d'avoir sa garantie financière d'achèvement, donc entre 30 et 50% du programme, il va faire de nouvelles offres. Et en fin de programme, il va en faire d'autres. Et donc, ce momentum-là est très important. Et nous, on s'en sert beaucoup pour négocier des opérations favorables pour nos clients. Je reviens juste sur le prêt à taux zéro. On parlait tout à l'heure de différence de prix d'une trentaine de pourcents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le prêt à taux zéro, en moyenne, ça va faire rattraper entre 15 et 20% du montant de l'acquisition, donc du prix, en mensualité. Et la TVA réduite, on parle de 14,5%. Donc on a aujourd'hui... Donc on a presque effacé le... En tout cas, on a plein d'opérations où le client qui va acheter 30% plus cher dans le neuf, dans la même rue, va se retrouver avec exactement la même mensualité, voire un petit peu moins cher si on prend en charge le différentiel de charges de copropriété et d'énergie. Un auditeur, une auditrice ce matin qui se dit bah oui tiens je vais regarder, elle se connecte sur Côté Neuf et oui, directement. Ouais, directement. Ah oui, faut rien faire d'autre. Hein. Et mais il y a des pièges dans lesquels il faut pas tomber parce que vous nous parlez de la temporalité là, le moment du programme. Enfin, tout le monde a aussi vu passer ces offres mirifiques où on nous fait une ristourne d'enfer, où on nous paye la cuisine, et en fait on s'aperçoit que c'est le dernier appartement, quoi. C'est celui qui a pas été vendu. Alors est-ce que vraiment il faut l'acheter? Enfin, j'avoue qu'il y a des erreurs à pas faire. En ce moment, on a quand même sur le marché, c'est un marché qui a été en baisse forte dans les 2-3 dernières années. Donc, il y a certains promoteurs qui ont beaucoup de retours de l'eau parce qu'il y a eu beaucoup de refus de financement. Et donc, la règle habituelle, c'est de se dire que si on est sur une queue de programme, les 2-3 derniers logements, il ne faut pas les acheter parce que personne n'en a voulu. Donc, ils peuvent être pas chers, mais finalement, si personne n'en a voulu, ce n'est pas forcément une excellente affaire. Néanmoins, en ce moment, c'est un peu moins vrai. Il y a un petit peu plus de stock qu'on dit dur et donc qui est disponible à l'achat. Ça lève un petit peu le frein de la durée de livraison, parfois qui est un petit peu difficile à entendre pour les clients, qui a 1, 2 ou 3 ans. Et donc, ça permet quand même de faire quelques bonnes affaires. Les pièges à éviter, c'est simplement les pièges commerciaux qu'on va avoir dans toute typologie de projet immobilier. Ne pas rentrer dans l'urgence. On est sur un projet important et donc il faut bien réfléchir à où on achète, comment on achète, bien structurer son financement. Chez nous, un délai de réflexion et d'achat en moyenne, il va tourner entre 45 et 60 jours. Si demain vous achetez en 7 ou 8 jours, sauf si vous avez déjà fait le tour du marché, que vous avez déjà calibré votre financement, c'est sûrement que vous allez un peu trop vite. Oui. Donc attention à ce... Bien réfléchir, ouais. C'est un engagement important. Comment est-ce que vous le voyez évoluer, ce marché neuf? Parce que c'est vrai que le marché immobilier, il a quand même beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Donc, comment est-ce que vous le voyez évoluer? Il y a toutes les contraintes environnementales qui sont de plus en plus prégnantes dans ce monde de l'immobilier. Alors, sur le côté neuf, on va dire, sans faire de jeu de mots, il y a un vrai sujet, c'est que l'investissement locatif s'est complètement écroulé. On a quasiment 80% de volume en moins. Les promoteurs sont en difficulté parce que ça représentait 50% de leur volume avant. Et on a la résidence principale qui prend le pas. Donc, on a le sentiment, en tout cas, qu'avec les aides d'État et les aides des banques, c'est la résidence principale qui va devenir le marché primaire du neuf pendant quelques mois ou quelques années, le temps que les pouvoirs publics décident de remettre quelque chose en place pour revitaliser, en fait, l'investissement locatif. Sur le neuf, en plus, si on doit aller demain, on a la loi ZAN qui s'est lancée. Donc, zéro artificialisation nette. À partir de 2050, donc ça commence bientôt finalement. Et donc, on pense qu'il y aura plus de destruction, reconstruction et de construction en dents creuses de programmes neufs ou semi-neufs que de nouvelles constructions sur des fonciers libres. On revitalisera des friches existantes, industrielles ou de bureaux. On ira chercher des bâtiments trop peu efficients énergétiquement qu'on démolira. Mais a priori, le neuf de demain, c'est de la reconstruction. Quel message vous auriez envie de faire passer aujourd'hui, justement, à des primo-accédants qui entendraient votre enthousiasme pour ce neuf, etc., et qui se diraient peut-être qu'effectivement, sur ce site, il y a le comparateur qui va bien, qui va me permettre de... Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils ne se disent pas... Il va falloir que je négocie avec ma banque, il va falloir que j'ai trop d'obstacles financiers pour que cette opération soit réalisable. Le comparateur qu'on a sorti, c'est surtout un comparateur financier. C'est pour que les gens comprennent bien, tiens, quand j'ai tel budget, habituellement, j'ai tel revenu, telle charge, tel apport, combien je peux acheter dans l'ancien, combien je peux acheter dans le neuf et avoir une vision très claire du différentiel. Et ça, vous leur prémâchez tout le travail. Ça, c'est vraiment une page, en quelques clics, on peut savoir son budget des deux côtés. Après, nous, on va être accompagnateur gratuit du projet en relation avec leurs financeurs, donc soit leur banque, soit leur courtier en prêt immobilier.
les promoteurs avec qui on va négocier pour eux et on va les suivre jusqu'à la remise des clés. Donc l'idée, c'est qu'ils soient jamais tout seuls avec un service gratuit ultra qualitatif. Cette année, on a fait plus de 1000 opérations. Donc on est plutôt très content du service qu'on rend et les clients ont l'air aussi plutôt très contents du service qu'on rend. Donc évidemment, c'est un conseil un peu orienté. Moi, je suis ravi que les gens viennent nous voir, mais je leur conseillerais de se faire accompagner, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont peu compréhensibles pour le commun des mortels dans l'immobilier neuf, que ce soit sur la partie financement avec les différés, les intérêts intercalaires, etc., ou sur la partie modalité de livraison, travaux modificatifs acquéreurs, etc. On a besoin d'appui et de pédagogie pour pouvoir faire une opération. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, vous leur prémâchez tout ce travail-là. Et on les accompagne. Vous arrivez juste avec votre petit post-it où vous avez marqué « je gagne tant, j'ai tant d'épargne disponible et j'ai telle et telle idée », entre guillemets. Et vous faites réfléchir le client. Exactement. Il faut nous raconter votre vie pendant 1 heure, quand même, parce qu'on a besoin de savoir où vous travaillez, qu'est-ce que vous voulez faire. En plus, ça remplace le psy, c'est génial. Exactement. Comment vous vous projetez à 5 ou 10 ans. Voilà, l'orientation de votre investissement, vos enfants, les collèges. Enfin, on va très, très loin dans la découverte. Le but étant de sélectionner les biens au mieux avant de vous les négocier. Le conseil que je devrais donner à un primo-accédant, c'est même pas autour du neuf. C'est de se dire, entre faire et pas faire, c'est ça le plus important. C'est que pour moi, aujourd'hui, c'est très difficile de constituer un patrimoine quand on est jeune parce que le coût de la vie augmente et les salaires augmentent un petit peu moins vite. Et en fait, ce qui fait passer quelqu'un de, on va dire, la classe pauvre à la classe moyenne, c'est la propriété. Et ça, nous, on y tient parce qu'on pense qu'il y a plein de gens qui pourraient devenir propriétaires dans l'ancien ou dans le neuf qui passent pas le pas par incompréhension. J'en profite, le neuf, c'est une belle opportunité pour les gens qui ont peu d'apports. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les frais aujourd'hui, ils sont de 10% dans l'ancien. Il faut quasiment les apporter tout le temps. Oui. 300 000 euros, c'est 30 000 euros d'investissement personnel de sa poche. Si on n'a pas ses parents aujourd'hui, qu'on a 28 ans, 29 ans, qu'on a payé son école, qu'on a son mariage à payer... 30 000, on ne les a pas forcément. Personne ne les a. Ouais. Personne ne les a. Et aujourd'hui, le neuf, avec une négociation des frais de notaire offerts, par exemple, c'est quasiment 80% des opérations en 2024 chez nous. Des 2,5% d'apport, on peut faire une opération. Donc ce même bien à 300 000 euros, avec 6 000 euros d'apport, on peut l'acquérir. Là où dans l'ancien, sans certitude future, il faut 300 000 euros. Merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. Vincent Bellassène et Côté Neuf qui vous a donc convaincu, j'imagine, que le neuf n'est pas forcément une mauvaise idée lorsqu'on est primo-accédant. C'est une très bonne idée. Ouais, c'est une très bonne idée. Merci d'être passé. Merci à vous. À très bientôt. C'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. Merci beaucoup de nous faire confiance chaque semaine. Et puis n'oubliez pas non plus l'autre grand rendez-vous, le grand rendez-vous de l'épargne. Ce sera vendredi soir à 18h sur l'antenne en partenariat avec Capital. Et on parlera encore de diversification, d'actifs tangibles. Et puis on répondra bien sûr aussi à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à nous les poser. Questions au pluriel @capital.fr. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.